Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cessort, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, nous sommes le samedi 8 novembre 2025, épisode 478, en direct de l'Indre. Au programme aujourd'hui, Microsoft alerte sur une vaste fraude au salaire pendant que des acteurs iraniens ciblent le monde académique. On parlera aussi des fausses pages CAPTCHA qui se perfectionnent avec des tutoriels vidéo pour propager des infos stealers et un nouveau plan du Pentagone pour réorganiser son Cyber Command. En Europe, le Parlement avance sur un texte controversé qui renforce les pouvoirs d'Europol en matière de données biométriques. Côté technique, nous avons Dupral qui corrige plusieurs vulnérabilités. Un spyware Android baptisé Landfall inquiète les chercheurs et deux avis du CERT-FR qui détaillent des correctifs majeurs sur les noyaux Linux, Red Hat et Ubuntu. Pour rappel, l'ensemble des sources OSINT utilisées pour faire ce podcast sont disponibles sur le site web de radiocessort.org, ainsi que dans la description des épisodes. Et si vous êtes un nouvel auditeur, n'hésitez pas à vous abonner au podcast. Les chercheurs ont observé une nouvelle évolution du mode opératoire ClickFix, un mécanisme d'infection reposant sur de faux sites CAPTCHA qui incite les utilisateurs à exécuter eux-mêmes le code malveillant. Initialement identifié pour la diffusion de l'UMA Stealer, ce procédé utilise le presse-papier et des instructions trompeuses pour amener les victimes à coller et exécuter des commandes infectieuses. Les acteurs de la menace ont mené des tests comparatifs entre ces méthodes et une approche plus classique via un téléchargement d'un fichier déguisé ou offusqué, avant d'opter définitivement pour ClickFix. Une version ultérieure a ciblé les utilisateurs de macOS avec le Stealer atomique, on en avait déjà parlé sur Radio Cessort. La campagne s'est récemment perfectionnée selon Push Security. Les pages frauduleuses affichent désormais des tutoriels vidéo intégrés expliquant pas à pas comment exécuter le code malveillant. Le site va détecter automatiquement le système d'exploitation du visiteur et va adapter toutes les instructions en conséquence, en copiant directement la commande adéquate dans le presse-papier pour réduire les erreurs et augmenter les infections. Un compte à rebours de 60 secondes accentue la pression psychologique, exploitant le réflexe d'urgence pour pousser à l'action. On le sait très bien, le maillon faible, c'est vous. La diffusion de ces faux CAPTCHA repose principalement sur des résultats de recherche empoisonnés, c'est ce qu'on appelle le SEO poisoning, mais aussi via des emails, des réseaux sociaux, des publicités in-app. Toutes ces campagnes démontrent une montée en maturité croissante du social engineering. L'adversaire mise sur la confiance et la précipitation de l'utilisateur plutôt que sur des vulnérabilités techniques. Le département américain de la Défense a publié la version finale de son nouveau modèle de développement des forces cyber. Cette réforme vise à renforcer l'efficacité opérationnelle du US Cyber Command, confronté depuis sa création en 2010 à des difficultés persistantes de recrutement et de fidélisation des talents. On en avait déjà parlé un peu sur Radio Cessort. Tant qu'ils ne mettront pas le pognon qu'il faut, ils n'auront jamais quelqu'un, quoi. Ils ne se rendent pas compte qu'aux États-Unis, c'est vraiment la foire d'empoigne sur ce type de profil. Mais bon, c'est pas grave. Ce plan, initialement connu sous le nom de Cyber Command 2.0, a été remanié et accéléré par le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, avant d'être envoyé pour examen par le Pentagone. Il est désormais piloté par des équipes internes, malgré des changements fréquents de direction. La feuille de route prévoit plusieurs initiatives étalées sur plus d'une décennie. Un centre de formation et d'éducation cyber avancée doit être créé pour délivrer des formations spécialisées adaptées aux missions. Sa capacité opérationnelle minimale n'est attendue qu'à la fin de l'exercice 2028 et le centre ne sera pleinement fonctionnel qu'en 2031. Un Cyber Innovation Warfare Center sera également mis en place pour accélérer le développement et le déploiement de nouvelles capacités offensives et défensives avec des objectifs allant de 2026 et au-delà de 2030. Enfin, les forces armées traditionnelles devront fournir des unités cyber pleinement opérationnelles entre 2032 et 2033. Ce calendrier à long terme alimente les critiques de ceux qui militent pour la création d'une cyberforce indépendante, estimant que les branches actuelles ne fournissent pas les effectifs qualifiés nécessaires. En réponse, le Pentagone défend cette réforme comme une transformation structurelle destinée à améliorer la létalité numérique, la spécialisation technique et la flexibilité opérationnelle des troupes. Le Comité des libertés civiles, le LIB du Parlement européen, a approuvé une proposition législative visant à étendre les capacités de partage de données de collecte biométrique d'Europol, dans le cadre de la lutte contre le trafic d'êtres humains ou le passage de migrants vers l'Europe. Cette proposition autorise une coopération accrue entre Europol et les autorités nationales
en facilitant le traitement de données biométriques à grande échelle pour renforcer l'identification et le suivi des réseaux criminels. Cependant, plusieurs organisations de défense de la vie privée dénoncent une évolution, estimant qu'elle ouvre la voie à une surveillance de masse et à des atteintes systématiques à la protection des données personnelles. Ce texte, désormais validé en commission, sera soumis à un vote en séance plénière du Parlement d'ici la fin du mois, et selon Katharina Rodelli, analyste politique de l'ONG Access Now, ce vote marque une étape dans le plan de la Commission européenne visant à faire de l'Europe un État policier numérique. Les débats à venir au Parlement porteront sur l'équilibre entre sécurité publique et respect des droits fondamentaux, un sujet déjà sensible dans le cadre des réformes européennes en matière de cybersécurité et de renseignement. Unit 42 décrit Landfall, une nouvelle famille de spyware Android visant principalement les smartphones Samsung Galaxy, livrés avec des images DNG mal formées et envoyées vraisemblablement par WhatsApp. Le chaînage d'exploitation s'appuie sur une faille 0day dans la bibliothèque de traitement d'images de Samsung, la libimagecodec.curam.so, identifiée sous la CVE 2025-21042. Elle est exploitée in the wild, avant son correctif publié en avril 2025. Une seconde vulnérabilité connexe dans la même bibliothèque, la CVE 2025-21043, qui a été corrigée en septembre 2025. Le vecteur DNG rappelle des chaînes récentes sur iOS combinant la CVE 2025-43300, c'était du parsing DNG, et la CVE 2025-55177 qui concernait WhatsApp, pour du zéro-clic. Les chercheurs n'ont pas identifié de zéro-day inconnu côté WhatsApp pour Android, mais l'analogie de Threadcraft est notable. Au niveau architecture et capacité, on a deux composants qui sont intégrés aux images. Le B.SO, le Bridgehead, c'est un chargeur ARM64 qui fait des communications en HTTPS sur le port éphémère avec un certificat pinning, configuration chiffrée, téléchargement de modules suivants en exécution via un LD preload. Tandis que la deuxième librairie, le L.SO, va faire une manipulation dynamique dans la politique SE Linux pour élévation de privilèges et persistance. Les capacités découvertes couvrent l'enregistrement du micro, l'historique et l'enregistrement des appels, contacts, SMS, photos, fichiers, localisation, inventaire des applications installées, injection de processus, détection d'outils d'analyse tels que TracerPID, Frida ou Xexposed et des chargeurs de .so/dex. Tous ces modèles ciblés chez Samsung sont les S23, S24, les Z Folder 4, les S22 et les Z Flip 4. Alors les soumissions sur VirusTotal suggèrent des cibles en Irak, en Iran, en Turquie et au Maroc, et l'infrastructure C2 observée comprend des adresses IP et des noms de domaine qui sont tous disponibles dans l'article. Les schémas d'infrastructure rappellent des PSOA au Moyen-Orient et présentent des similarités avec Stealth Falcon sans recoupement direct suffisant. Unit 42 piste l'activité sous CL-UNK 1054 et qualifie l'outillage de commercial grade. Deux modules de Dupral font l'objet d'avis de sécurité qui ont été publiés le 5 novembre. Le premier concerne le Simple Multistep Form, identifié sous la référence SA Contrib 2025-116. Ce module, qui permet de transformer un formulaire en plusieurs étapes, contient une faille de type cross-site scripting. Elle résulte d'un filtrage insuffisant de certains champs texte, et pour exploiter cette vulnérabilité, l'attaquant doit posséder un rôle disposant de la permission Administer Node Form Display. Le niveau de gravité est qualifié de modérément critique. Par contre, le second avis, il concerne le module Email TFA, référencé sous le SA Contrib 2025-115. Il a une petite CVE, c'est la 2025-12760, et ce module ajoute une authentification à 2 facteurs par email pour des connexions Drupal. Dans certaines conditions, il ne protège pas correctement tous les mécanismes de connexion permettant un contournement partiel de l'accès. Là encore, le risque est évalué comme modérément critique, mais l'attaque suppose que l'adversaire dispose déjà d'identifiants valides. Enfin, pour des choses qui sont non critiques, la communauté annonce que la fenêtre de publication des mises à jour de sécurité du cœur de Dupral, donc du kernel, est exceptionnellement avancée au 12 novembre 2025 entre 16h et 22h heure UTC, soit de 17 à 23h heure de Paris. Ça sent un peu le sapin quand même. Le CERTFR a publié l'avis CERTFR 2025 AVI 978, signalant 24 vulnérabilités dans le noyau Linux de Red Hat.
Ces failles, issues de 6 bulletins de sécurité de Red Hat, datent du 3 et 6 novembre, concernent les versions 8, 9 et 10 de Red Hat Enterprise Linux et de leurs déclinaisons. Les impacts recensés incluent la possibilité d'exécution de code arbitraire, le déni de service à distance, la divulgation de données et le contournement de politiques de sécurité. Certaines vulnérabilités datent de 2022 et 2023, mais plusieurs sont récentes et critiques, identifiées en 2025. Les correctifs, bien entendu, publiés par Red Hat, doivent être appliqués immédiatement, suivis d'un redémarrage complet du système. C'est une petite nouveauté qu'on voit depuis quelques semaines. Aujourd'hui, quand il y a des patchs qui sont faits par les éditeurs, avant on appliquait les patchs, puis on laissait tourner la pétoire. Donc il n'y avait pas beaucoup d'impact sur le business. Aujourd'hui, si vous prenez le cas de la faille sur WSUS, par exemple, ou celle de Red Hat, on vous demande de redémarrer la machine. Pour une prise en compte des nouvelles versions du noyau, et le CERT-FR recommande de prioriser les serveurs exposés et les environnements sensibles, notamment temps réel et SAP. Cet avis rappelle que même les distributions où il y a des supports étendus doivent être surveillées activement, car ces vulnérabilités kernel peuvent persister sur plusieurs branches en parallèle. Un second avis du CERT-FR, a publié l'avis CERT-FR 2025 AVI 977, concerne de multiples vulnérabilités découvertes dans le noyau Linux d'Ubuntu. Alors ce sont des vulnérabilités qui vont affecter plusieurs versions du système. On va de Ubuntu 14.04 ESM, la 16.04, la 18, la 20, la 22, la 24 et la 25.04. Dans les versions LTS, vous avez la 22.04 et la 24.04. Ces vulnérabilités permettent à un attaquant de provoquer un déni de service à distance, une atteinte à la confidentialité des données et un contournement de la politique de sécurité. Alors l'avis, il est étendu l'avis. Il référence un total de 266 CVE. C'est promis, je ne vous les fais pas. On va de la CVE 2021 47 294 à la CVE 2025 40 300. La solution, elle est simple. On se réfère au bulletin de sécurité d'Ubuntu pour obtenir les correctifs nécessaires. On ne réfléchit pas, on patch. Et on se fait un petit apt-get update, apt-get upgrade et un apt auto-remove quand même, pour pas oublier, parce que j'en vois quand même beaucoup qui ils ont du mal avec ça. Alors pour finir cette édition, je vous propose de revenir sur la cyberattaque contre Jaguar et Land Rover qui a eu un impact sur la croissance économique britannique. Au début, quand j'ai lu l'article, je me suis dit ils abusent. Et non, pas du tout. La Banque d'Angleterre a cité la cyberattaque contre Jaguar et Land Rover comme l'une des raisons du ralentissement de la croissance du PIB britannique au troisième trimestre 2025. Il s'agirait du premier cas où une cyberattaque cause un préjudice économique et fiscal au niveau d'un pays. La croissance du PIB britannique n'a atteint que 0,2% au troisième trimestre contre 0,3% qui était prévu, en raison notamment de cette attaque qui a contraint le gouvernement à intervenir financièrement. Le Cyber Monitoring Center a classé l'incident comme un événement systémique de catégorie 3, avec un coût estimé pouvant atteindre 2,1 milliards de livres sterling pour l'économie locale. Les pertes de revenus de Jaguar Land Rover seules dépasseraient les 2 milliards de livres. Donc un mois d'arrêt, 2 milliards de livres. Ça donne un ordre d'idée de l'entreprise. Il faut savoir que c'est une entreprise qui fait plus de 25 milliards par an. Donc vous divisez par 12, on y arrive. L'attaque, survenue en septembre, a paralysé les principales usines du constructeur pendant plusieurs semaines, impactant également toute sa chaîne d'approvisionnement. Aucune voiture n'a été produite pendant un mois. Le Centre national de cybersécurité britannique a enregistré 204 cyberattaques d'importance nationale dans l'année, se terminant en septembre contre 89 l'année précédente, soit une hausse spectaculaire de 129%. Et c'est vrai que ce chiffre d'affaires qui oscille entre 21 et 26 milliards, la cible était très bien choisie, et un mois, imaginez 2 mois d'arrêt, ça aurait coûté au minimum 4 milliards. Une info qui tombe déjà depuis quelques mois, mais qui revient régulièrement sur le devant de la scène, Microsoft met en garde contre un acteur de menace identifié comme Storm 2657, qui détourne les comptes d'employés pour rediriger les paiements des salaires vers des comptes contrôlés par les attaquants. Cette campagne, baptisée Payroll Pirates, ou fiche de paye, cible activement des organisations américaines aujourd'hui, mais ça se fait aussi en Europe, ça se fait en Afrique, etc. Et ça a été vu de la part de Microsoft, particulièrement dans le secteur de l'enseignement supérieur, pour accéder à des plateformes SaaS de ressources humaines comme Workday. Les attaquants n'exploitent aucune faille de sécurité dans ces services. Ils vont utiliser des techniques d'ingénierie sociale et profitent de l'absence d'authentification multifacteur, donc de la WMFA, pour prendre le compte des employés. Le mode opératoire est simple. Des emails de phishing récupèrent les identifiants et codes MFA via des liens d'attaque du type adversaire made in the middle ou l'adversaire au milieu pour faire plaisir à Hervé,
et qui vont permettre l'accès aux comptes d'Exchange Online ou au profil Workday par authentification unique. Ensuite, les pirates vont créer des règles de boîte de réception pour supprimer les notifications d'alerte de Workday, modifier les informations de paiement des salaires. En un mot, ils vont modifier votre RIB. Et ils vont enregistrer leur propre numéro de téléphone comme dispositif MFA pour maintenir un accès persistant. Il faut savoir que depuis mars 2025, Microsoft a observé 11 comptes compromis dans 3 universités, utilisés pour envoyer des emails de phishing à plus de 6000 comptes répartis dans 25 universités. Les messages utilisent des leurres liés à des maladies ou des avis d'inconduite sur le campus. Et la solution à adopter pour contrer ce type de menace, c'est vraiment d'adopter des méthodes de MFA résistantes au phishing, comme les clés de sécurité FIDO2, et surveiller les comptes pour détecter les dispositifs MFA inconnus et règles de boîte de réception malveillantes. On n'allait pas se quitter sans un peu de géopolitique. Un groupe de menaces iraniens cible des universitaires et des experts en politique étrangère. C'est Proofpoint qui a découvert un nouveau cluster de menaces liées à l'Iran, identifié comme UNK Smuggled Serpent, qui a mené des opérations de phishing entre juin et août 2025, ciblant des universitaires et des experts en politique étrangère spécialisés sur l'Iran. L'acteur a usurpé l'identité de Suzanne Maloney, directrice de la Brookings Institution, pour contacter plus de 20 membres de groupes de réflexion. Les échanges progressaient vers de fausses invitations OnlyOffice et Microsoft Teams, redirigeant vers des pages de connexion Microsoft 365 frauduleuses pour récolter les identifiants. Les attaquants déploient ensuite ce qu'on appelle un PDQ Connect et un ISL Online. Ce sont 2 outils légitimes de gestion à distance pour permettre un accès direct au système compromis. L'analyse d'infrastructure révèle des liens avec des groupes iraniens, le TA455 et le TA450, notamment via des faux portails de recrutement distribuant le malware MiniJunk, variante de la backdoor Minibike. Cette convergence suggère des ressources partagées au sein de l'écosystème cyber iranien, impliquant potentiellement le CGRI et le MOIS. Bon j'espère qu'ils vont pas viser Radio Cessort, hein. Et voilà, cet épisode se termine. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'hésitez pas à me faire vos retours sur le répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09 et pour les plus deep par email sur radiocessort@gmail.com. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. J'ai pas fait la newsletter, j'ai oublié. Puis là il est tard et je la ferai demain matin. C'est l'avantage d'avoir son propre média et d'être le boss. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch, on n'a pas d'excuses. Je vous embrasse très fort. À demain.